invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Arnaud Morel est avec nous, directeur de la gestion sous mandat de Promépar Asset Management. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Grégoire. Et Émeric Blond nous accompagne, gérant action chez Taylor Asset Management. Bonsoir Émeric. Bonsoir Grégoire. Le bilan de la semaine avec vous, messieurs, semaine marquée par un narratif un peu différent peut-être autour de l'intelligence artificielle. Émeric, il y a une semaine ou 10 jours, le marché continuait de vibrer au rythme de l'IA et des annonces de deals, de projections, de perspectives. Le patron d'NVIDIA assurait 500 milliards de dollars de commandes fermes à fin 2026. Bref, tout allait bien dans le monde de l'IA. Sur le plan boursier, en tout cas, cette semaine, les choses ont patiné un peu plus. Oui, c'est vrai, ça a coïncidé avec la saison de publication. Il y a plusieurs acteurs d'importance qui ont publié, qui ont donné des messages, pas qui étaient décevants, mais des messages qui étaient surprenants par rapport à leur consommation de cash, par rapport à la manière dont ils allaient investir dans l'IA, les besoins en financement qu'ils allaient avoir et comment ils allaient financer donc ces projets dans l'IA. On a vu Meta qui effectivement avait annoncé des chiffres, une composante chiffrée sur les capex qui était un petit peu flou et qui allait nous laisser penser qu'on allait avoir recours probablement à d'autres choses que du cash flow. Probablement de la dette, probablement peut-être qu'un jour on aura des augmentations de capital aussi qu'on va voir arriver. Tout ça pour financer effectivement les besoins très importants qui leur paraissent en tout cas inéluctables à ces grands dirigeants de la tech. Qu'est-ce que ça change ? Parce que, vu les montants engagés ou les promesses de montants, on se doutait bien qu'à un moment, peut-être que la dette allait être un instrument qui allait servir quand même à financer ces capex historiques, monstrueux, qu'on n'a pas vu depuis des générations, peut-être dans nos économies. Émeric, qu'est-ce qui a changé ? Enfin, je veux dire, est-ce que le marché se projette déjà dans l'idée que ces grands hyperscalers auront un statut boursier différent demain ? Oui, alors après, il ne faut pas oublier que ces acteurs-là, les Meta, Amazon et tous les autres, Alphabet, etc., tous ces acteurs-là ont certes des valos dignes de leur statut dans la tech, donc des valos normativement élevés, mais elles avaient des générations de cash qui étaient absolument phénoménales aussi, avec des niveaux de marge nette qui étaient très importants, des générations de free cash flow qui étaient très importantes. Donc, et jusqu'à présent, les capex qu'elles avaient étaient des capex normatifs qui ne sortaient pas quelque part, qui ne faisaient pas de déviation par rapport au normatif, au narratif global. Et ce qui se passe aujourd'hui... Donc on pouvait racheter ses actions, on pouvait mettre en place des programmes pour les actionnaires, etc. Exactement, plan de retour à l'actionnaire, des investissements par-ci par-là, sans que ça nuise effectivement à la bottom line. Et là, ce qu'on voit pour la première fois, c'est qu'on voit que ces investissements-là vont devoir être tellement massifs qu'ils vont impacter la génération de cash, potentiellement le bilan, et effectivement, on va avoir des énormes besoins en argent frais pour tous ces acteurs-là. Et ça, c'est nouveau. Mais c'est pas, quelque part, c'est pas anormal. Là, on raisonne, on a l'ancien logiciel c'était des boîtes de tech très fortement margées, beaucoup de génération de cash, qui suffisaient à financer les projets. Aujourd'hui, je veux dire, quand Meta se plantait dans le métaverse et avait grillé plusieurs dizaines de milliards, personne n'avait sourcillé. Et là, aujourd'hui... pendant 2 ans, plus personne voulait du titre. Oui, alors je vous invite à regarder la trajectoire de Meta quand même. Ça n'a pas duré 2 ans. Voilà. Ah non, mais depuis c'est stellaire, je suis d'accord. Voilà. Mais pendant au moins 12 mois, c'était un vol d'Edmoney. Personne ne voulait toucher Meta. Voilà, parce que les gens se demandaient ce qui se passait. Mais là, ça n'a jamais remis en cause la viabilité de l'entreprise, voilà, ça, c'est sûr. Exactement. Et là, aujourd'hui, on a vraiment on retourne dans un logiciel standard d'investissement. Une société qui est en croissance, normalement, investit. Et elle investit comment ? Il y a plusieurs solutions. C'était effectivement par son génération de cash, par de l'endettement ou par des levées sur les marchés. Et c'était le modèle normal de croissance. Et c'est normal que boursièrement, effectivement, ça se paye négativement. Parce que si c'est investir pour générer de la croissance, gagner des parts de marché, asseoir une position dominante dans un monde technologique qui vibre au rythme de l'IA, ça peut être bénéfique, y compris pour l'actionnaire. Bien sûr. Pour l'instant, c'est pas en première intention. En tout cas, c'est pas le mouvement qu'on observe. Normalement, investir, c'est vraiment ça. C'est investir pour le futur, en se disant... Amazon a passé des années à investir. Aujourd'hui pour demain. Et c'est ça. Et c'est un petit peu ça le corollaire du raisonnement initial, c'est se dire, bon, on investit aujourd'hui, mais pour quelle finalité ? Et la finalité aujourd'hui, c'est on se demande si on arrivera à générer suffisamment de chiffre d'affaires pour compenser ces investissements. Et alors, bon, après on a plusieurs débats. Qui va bénéficier de l'IA ? Qui va effectivement avoir des gros problèmes ? Bon, ça c'est des sujets secondaires. Oui.
qui sont en... Oui, c'est ça, secondaire, qui arrivent devant nous. C'est ça, voilà, parce que les sujets les plus importants sont là, mais à l'instant c'est T, encore un jeu très ouvert de ce point de vue-là. Exactement. Ah ouais. Bon, on a franchi quand même une étape dans la relation entre le marché et les investisseurs et ce thème de l'IA, avec ce qui s'est passé cette semaine, comme le décrivait Aymeric, de voir du financement par la dette, etc. On n'est plus dans la pure hype qu'on a connue ces dernières semaines et ces derniers mois. Déjà, il faut voir l'avenir aussi. Comme Aymeric l'a dit, voilà, aujourd'hui, les cash flows, il faut pouvoir avoir la suffisance et la visibilité dans les prochaines années pour financer l'ensemble de ces projets. Une aparté, juste sur la consolidation du marché américain, quand même, il y avait quelques signaux techniques. Je me permets, bien sûr. Après, il y a le narratif actuel où on a les valorisations, les capex, nanani, nanana. Il y a quand même un taux de participation qui était assez faible. On avait quand même 50% des boîtes aux indices américains qui étaient au-dessus de la moyenne mobile 200 jours. Ça, c'était quand même un événement important. Ouais. Et vous avez aussi quand même, mine de rien, un shutdown. Vous avez des taux longs qui restent élevés. Vous avez la communication de la Banque centrale américaine. Les chiffres d'inflation qui sont sortis, certes, légèrement de ça, de ce qui était attendu, mais c'est quand même sur une dynamique importante. Ces éléments sont déjà des avertissements. Alors maintenant, on peut trouver le narratif, on les voit tous passer à les niveaux de valorisation, les capex qui reviennent sur les niveaux des dot-com, on voit la corrélation. On a tout fait reposer sur Palantir, au cœur de la semaine. C'était la faute de Palantir. C'est vraiment ce mouvement, et on va dire que la consolidation, le mouvement final, on le trouve sur les nouveaux gagnants de l'IA. Justement, Oracle, Broadcom, AMD, qui ont des valorisations. Il y en a une, c'est 300, 60, 50 fois. Voilà, c'est un peu plus difficile. Quand on revient sur le reste de la côte, sur les hyperscalers et tout ça, on regarde en termes de valorisation. C'est cher, mais c'est en dessous du niveau du Nasdaq pour l'année prochaine. Quelque chose près, mais le Nasdaq, c'est 29 fois. Les 7 magnifiques, c'est 28 fois. Ouais. Avec quand même une génération de free cash à 26%, des EPS qui sont aux alentours de 16%. On est quand même assez à l'aise avec des niveaux de trésor, comme Aymeric l'a souligné, qui sont quand même importants. Donc, sur cette partie-là, la valo, elle est justifiée. Maintenant, c'est pas ces boîtes-là qui sont en bulle. C'est vraiment c'est ce qu'il y a autour. Les Oracle, les AMD, les Broadcom. Les niveaux de valo, on la voit sur la publication de Palantir qui est excellente. Il n'y a pas de sujet sur la publication de Palantir, ça sort, on ne s'attend pas à ça. Il relève. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a prend 5 sur... Au début, 5 et moins 10 derrière. C'est ça. Et donc, c'est un peu ces éléments aujourd'hui qui chatouillent tout ça. Mais on a besoin de respirer sur le marché américain. Et on voit, c'est surtout toute la partie, et Bessent l'a dit l'autre jour, qu'il y a un pan de la cote qui est en récession. Il parlait de l'immobilier. Je trouvais que c'était assez intéressant. On voit comment la construction est traitée aujourd'hui aux États-Unis. C'est des éléments qui sont quand même assez salvateurs. Donc, le requiem pour cette fin d'année et pour les prochains mois, c'est quand même de regarder ce qui peut aller. Donc, on voit une stat qu'on n'a pas l'habitude de regarder, c'est le Challenger. Oui, bien sûr. On l'a tous regardé, on l'a tous vu. L'enquête Challenger, les destructions d'emplois sur le mois d'octobre. Voilà, plus de 150 000. Notre ami DJ qui en parle souvent, mais après, pour une fois, on a une stat, tout le monde n'a regardé que ça. Donc, si on a un marché de l'emploi qui se dégrade, on sait que l'inflation peu ou prou reste au niveau de 3%, la Banque centrale pourrait quand même... réduire, on va dire, sa politique monétaire et réduire ses taux. Et ça, ce serait un élément positif pour avoir une accalmie, on va dire, sur les taux longs, même voir un peu baisser et voir toutes les valeurs un peu proxy taux qui reprennent le relais sur les prochaines semaines. Je vais toute cette partie qui est en récession, toute cette partie dans la projection, exactement, qui est dans un cycle un peu embourbé. Et que Trump et Bessent animent un petit peu. Donc, c'est quand même les éléments que je trouve intéressants. Donc, l'idée d'une rotation... ou de la mise en place d'une rotation, on en a besoin. Ce serait un minimum légitime. On en a besoin pour poursuivre comme ça. Je comprends. Après, c'est de voir un petit peu le PIB sort pas mal. Si on a des capex qui sont énormément investis aux États-Unis, ça représente 40% pratiquement de la croissance du PIB cette année. Et l'année prochaine, on repart avec 600 milliards. Donc, on a une croissance qui peut être là. Maintenant, c'est où en est le marché de l'emploi. Donc, on va en savoir un peu plus. J'espère qu'on va avoir des nouvelles positives sur le shutdown. On va pas... Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être en train de se régler au moment où on se parle. Mais on verra. Peut-être que les prochains jours seront plus prolifiques de ce point de vue-là. Quels sont les éléments que vous surveillez par rapport à l'idée d'une bulle où est-ce qu'il y a peut-être déjà beaucoup trop de surchauffe? Où est-ce qu'il n'y en a pas forcément ce que disait Arnaud, c'est vrai que quand on regarde les PE des hyperscalers, c'est ça, c'est pas 60, 80 ou 100 fois le chiffre d'affaires. Dans les marchés, en tout cas dans l'asset management, il y a une doctrine qui dit que les valorisations, c'est un petit peu c'est le facteur de rappel. C'est un facteur de soutien, mais aussi un facteur de rappel. Ça nous rappelle un petit peu à ce que doit être la réalité sur les moyennes historiques, 10 ans, 15 ans, 30 ans, tout ce qu'on veut. Mais effectivement, s'il y a des déviations trop importantes,
là, oui, effectivement, on peut commencer à se poser des questions. Et comme le disait très justement Arnaud, hein, les plus gros hyperscalers, les plus gros investisseurs, les plus gros acteurs qu'on a cités jusqu'à présent, sont des acteurs qui ont des valos. Ils ont des valos qui sont autour de la moyenne, voire un peu plus parfois. Parfois, certains sont sur la déviation standard plus 1, mais c'est souvent il y a des valos. Quand on regarde effectivement, mais par contre, il y en a certains qui ont des valos qui ont vraiment fortement dévié ou qui sont extrêmement élevés. Je pense à Palantir, aujourd'hui on a 240 fois. De l'année prochaine, on a 180. C'est un petit peu sur ça que les gens s'écharpent aujourd'hui. D'accord. Mais quand on regarde Nvidia, on est à 45. Hein. Oui. Donc voilà. C'est pas Nvidia en comptant la baisse restante, on est à la moyenne. Ouais, Donc voilà. Donc c'est vraiment cette histoire de valorisation. Et c'est vrai que c'est vrai que quand on valorise à l'américaine, on regarde le V sur EBITDA. Donc on regarde pas la valeur marge nette, d'entreprise, on regarde pas les PE souvent. Non, c'est vrai. Ça occulte le fait que parfois on n'est pas break-even net. Donc quand on n'est que break-even EBITDA, c'est quand même un problème. Et dans la tech, c'est vrai qu'on regarde beaucoup ce ratio, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs aujourd'hui qui ne sont pas rentables du tout. Et c'est quoi? C'est plus la partie logicielle alors qui est peut-être en surchauffe? La partie logicielle, on se targue de licorne à plus d'1 milliard de capi en Europe et en France, mais aux États-Unis, c'est des levées de 1, 5, 10 milliards pour des centaines de licornes, et des boîtes privées, donc, qui ne sont pas dans le marché public. Qui sont en private equity, qui ont levé des fonds, et qui, alors dont on ne parle pas souvent, mais qui effectivement vendent du concept sur effectivement la gestion des données de la santé, sur les données professionnelles, enfin plein de concepts un petit peu comme ça autour de l'IA, avec le data mining, data monitoring, le data, la gestion de la data. Et un peu comme Palantir, mais le raffinage. Palantir est la boîte la plus mature en fait dans ce secteur. Mais voilà, tous ces acteurs-là, à mon avis, vont être effectivement soumis à assez rudes épreuves, à mon avis, à court moyen terme. Et d'un point de vue de gestion, il y a un risque dans ces marchés privés qui peut contaminer à un moment les grands marchés publics cotés? Ça, je peux pas dire non. Il y aura toujours du remous. Mais est-ce que le risque est plus dans le privé que dans le public? Oui, je pense. D'accord. Je pense. Après, il y a toujours un phénomène de diffusion plus ou moins sévère. Je pense qu'il sera plutôt diffus que sévère, parce que effectivement, ça fait un moment qu'on guette le private equity. On parle beaucoup de fonds qui arrivent à échéance et qui n'arrivent pas effectivement à délester les dossiers dans lesquels ils étaient rentrés sur des valeurs assez considérables. Et donc là, on commence à se demander si dans le private equity, il n'y a pas une bulle qui risque d'exploser. Bon, c'est plus vrai en Europe qu'aux US, parce qu'effectivement, aux US, la vigueur du private equity est beaucoup plus importante. Mais voilà, je pense qu'il faut... Voilà, il ne faut pas perdre raison, il faut rester un petit peu prudent, mais pondéré dans la réaction adverse qu'on pourrait s'infliger. Je pense à Curie, la personne qui a shorté massivement les... Oui, Michael Burry. Oui. Alors, il short. Palantir, à la limite, on peut comprendre, 100 fois le chiffre d'affaires, il y a peut-être une forme de déconnexion entre la valo de Palantir et sa réalité. Mais il short aussi Nvidia. Et dont vous disiez qu'effectivement, Nvidia s'écarte assez peu de ses standards de valo historiques. Oui, mais dans son portefeuille, son short Nvidia, c'est 10%. Palantir, c'est 70%. Wow. Donc, il y a quand même une discrimination. Et on voit sur vers quoi il pense qu'il y aura un problème. Je comprends. Et c'est vrai, si demain Palantir éclate ou a un problème... plus ou moins grave. Valeur très retail aussi, je me permets de le dire au passage. Non, mais très retail dans le sens, le grand public, ça fait partie des valeurs adorées par le grand public américain aujourd'hui. Évidemment, il y aura un phénomène, pas de contagion, mais un phénomène de diffusion proportionné à Nvidia, parce que effectivement, Palantir travaille avec Nvidia. Bien sûr. Mais ça peut s'arrêter là. D'ailleurs, il y a tellement de débouchés pour effectivement l'IA et d'attentes par rapport à ce secteur que... si ces valeurs-là éclatent, il y aura d'autres acteurs qui prendront le relais. Bon, effectivement. On verra, ça a été aussi un peu le sujet de la discussion cette semaine avec cette petite bourde de la CFO d'OpenAI, mais quand on lui demande comment vous allez financer et assurer les 1,5 trillion de dollars d'engagement que vous avez pris en quelques semaines, quelques mois, enfin depuis le début de l'année, elle évoque des solutions de private equity bien sûr, des solutions industrielles avec leurs partenaires avec lesquels ils sont en train de nouer un certain nombre de grands deals, de grands accords, et puis dans la même phrase, elle évoque la possibilité d'un backstop, elle dit backstop gouvernemental. Et là, tout le monde s'est dit, mais attendez,
On n'était pas informé que pour financer ce trillion et demi de dépenses, d'investissement, vous attendiez une garantie gouvernementale sur votre dette. Et en même temps, quand on y pense, on se dit, mais ça fait partie de la stratégie d'une administration comme celle de Trump de développer massivement cette technologie. Donc, oui, l'Inflation Reduction Act, tous ce CHIP Act, enfin le plan Stargate, tout ça, c'est des plans d'investissement assez massifs. Et en fait, je pense qu'elle a été maladroite dans ses termes, Oui. Et qu'elle a voulu dire des partenariats publics-privés, un peu les je pipiers. comprends. Le mot n'était n'était pas le bon. Elle l'a dit elle-même, ça a brouillé mon message. Voilà, c'est ça. Je pense qu'elle a perdu un peu les gens, et les gens se sont dit, oula mince, on a peut-être un problème. Mais ça a mis le doigt quand même sur l'idée que ces boîtes-là sont systémiques et qu'on ne pourra pas les laisser tomber quand même. Ça a mis la loupe sur effectivement un problème qu'on avait identifié, mais qu'on ne savait pas, dont on ne savait pas trop quoi faire. Et c'est vrai que 1500 milliards, alors sur 10 ans, ouais, enfin, quand même. c'est pas mal d'argent. Non, mais, ouais, quand même. Non, je sais bien. C'est pas là pour te mettre tout de suite. Mais voilà, maintenant, il va falloir trouver les financements. Oui, Arnaud, sur... Non, je disais que oui, c'était largement relayé sur les réseaux. Ouais. Et après, on voit aujourd'hui tous les investisseurs retail qui ont quand même été très très bons sur l'année 2025. Ouais. Et bon, voilà, après, ils ont racheté toutes les baisses. Est-ce qu'on a un peu moins forcément cette semaine, j'ai l'impression, non? Écoutez, peut-être on va On voir. verra, oui. Ça se passe. Bon. Non, mais il y a eu des parcours stellaires. Hein. Donc, la logique de prise de profit, elle n'est pas illégitime, quel que soit le déclencheur, le narratif, etc. Il y a matière à prendre des profits sur ces entreprises sans que ça remette en cause ni le thème de l'IA, ni la performance boursière de ces boîtes-là. Mais Arnaud met le doigt sur un sujet important, c'est la résilience du retail et des investisseurs par rapport aux baisses. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas avant. Avant, on avait des baisses avec des mécanismes auto-entretenus qui faisaient que effectivement, les baisses pouvaient s'accélérer. Aujourd'hui, les baisses sont rattrapées immédiatement. Il y a un backstop. Voilà, il y a un backstop assez court, comme s'il y avait une moyenne mobile assez avec très peu de jours, et qui faisait qu'effectivement, dès qu'on sentait un certain niveau de baisse, le marché se précipitait pour racheter en se disant « Ah là, je fais une bonne affaire, ça va baisser d'un petit peu ». Bon, on verra après 2,5, 3% de baisse, 4% de baisse pour le Nasdaq cette semaine. On verra effectivement si des acheteurs se présentent pour acheter ces points bas de marché. L'idée de la rotation, je veux bien qu'on y revienne aussi, Arnaud, sur le marché américain. Vous dites, il y a de la place pour voir quand même d'autres sujets que le seul sujet de l'intelligence artificielle. Ouais, clairement, déjà, on a un secteur qui a été matraqué aux États-Unis, c'est la santé. Ouais. Je pense qu'on commence à avoir un peu plus de visibilité avec la jurisprudence Merck, l'accord hier, même s'il vaut ce qu'il vaut avec Novo et Lilly. Donc c'est Pfizer, hein, c'est ça, qui a signé un Pfizer, deal exactement, avec Trump, l'administration américaine. Qui a mis en place une plateforme de distribution qui s'appelle TrumpX. Mais oui, c'est Trump qui va distribuer. Je le dis de mémoire. Oui. Non, mais c'est ça, vous avez raison. Ça ne représente pas grand-chose du chiffre d'affaires, mais c'est plus de la communication qu'autre chose. Mais la santé me semble quand même pas mal. Et après, toutes les valeurs potentiellement sur la construction, clairement aujourd'hui, qui est un peu en déroute quand même aux États-Unis. Voilà, ça c'est un sujet qui serait quand même intéressant. Ce que je vous disais, toutes les valeurs proxito qui devraient normalement prendre le relais. Et on regarde, on nous l'oublie souvent. Je regardais ce matin en regardant les Nasdaq Next 100, mais qui fait 2 fois la perf du Nasdaq cette année. Et c'est des valeurs qui sont pas forcément rentables. On en revient un peu sur tout ce qu'on dit, mais cette euphorie apporte aussi quand même pas mal d'interrogations dans la performance de certaines valeurs. Mais ça, je pense qu'on en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais voilà, il faut qu'on ait un marché plus dense pour avoir une pérennité de cette hausse. Sinon, ça va être des sujets comme on a cette semaine qui vont revenir de façon plus assidue, je pense. L'immobilier, il faut soutenir le soldat immobilier, c'est à la fois ce que dit un Stephen Mayran au sein de la Réserve fédérale américaine, soutenu évidemment par Scott Bessent, qui a fixé comme principal indicateur de performance ou de réussite le taux long, le 10 ans américain. C'est pas les taux courts, lui, que Bessent veut voir baisser, c'est vraiment les taux longs. La Fed est en train de l'aider en la matière, Arnaud, là. Non. On parle du bilan, on arrête la réduction du bilan, on verra peut-être une Fed nette acheteuse à nouveau dans le marché en 2026. Du QT le 1er décembre. Donc déjà, ça va être peut-être une force de soutien aussi avec des liquidités. Déjà, il y en a beaucoup sur le marché. Pour la partie longue de la courbe, ça peut aider. Donc ça, c'est quand même les choses qui sont... Enfin, je pense, Salvatore, et c'est bien drivé par le secrétaire du Trésor, qui fait beaucoup d'émissions très courtes aussi, qui aussi aide aussi sur cette partie-là. Donc voilà. Peut-être mouvement effectivement de baisse des taux. En tout cas, tous les secteurs et les valeurs proxito ont peut-être. Ce serait normalement le sens de l'histoire. Sont peut-être amenés à retrouver de l'intérêt pour les marchés et pour les investisseurs. Alors, Aymeric,
C'est génial parce que Taylor, vous lancez là un fonds action large cap américaine, c'est ça? Ça m'intéresse beaucoup de comprendre effectivement la stratégie quand on lance un fonds dédié aux actions américaines aujourd'hui, avec de l'argent qu'il va falloir déployer et investir dans des marchés dont on me dit c'est cher, quoi. Oui. Alors, si on regarde le S&P, ces 20 dernières années, il a toujours été cher. Non, mais si on attend le point bas ou un bon moment pour investir, Ça, on n'y va j'entends. jamais. Et Ça, on rate j'entends. le train depuis 20 ans. Du coup, il y a un moment donné, il faut toujours investir. Je comprends. Et quand on veut, on paye. Et enfin, voilà. Non, mais effectivement, la zone US, c'était une zone effectivement digne d'intérêt boursièrement parlant. C'était une zone importante pour compléter notre allocation en interne et par rapport à notre clientèle. On a une approche un petit peu top-down chez nous. Effectivement, on est amené assez naturellement à étudier les valeurs US et les valeurs européennes. Et donc, c'était un complément assez naturel de la gamme. Donc, oui. Est-ce que c'était le bon timing pour commencer à investir ou alors est-ce que c'est le bon moment ou est-ce qu'il y a... comment on fait? Voilà, comment on fait au regard des paramètres de marché, du marché américain aujourd'hui, c'est quoi la stratégie pour déployer de l'argent frais dans ces marchés-là, quoi? C'est là où il faut avoir une approche un petit peu spécifique, je pense, parce que si on se contente de faire du bottom-up avec une approche discriminée sur stock picking, que des valeurs, avec des histoires très spécifiques pour chacune des valeurs ou des valos faibles, on l'a vu, Arnaud l'évoquait, il y a pas mal de value trap sur la côte américaine en ce moment. Il y a beaucoup de secteurs qui n'ont pas marché. Et qui remplissent pas du tout leur objectif boursier, entre guillemets, leur mandat. Les valeurs défensives, les valeurs cycliques, toutes ces valeurs-là, effectivement, ne fonctionnent pas. On parlait de l'immobilier, on parlait de l'énergie, on parle de la santé, enfin, plein de sujets comme ça qui, effectivement, ont des problèmes de comportement. Et donc, je pense qu'il faut vraiment avoir cette approche un petit peu, là encore, effectivement, top-down, où on va aller dire qu'est-ce qui va marcher court, moyen, long terme. Essayer de capter des grandes thématiques, des grands thèmes dans lesquels on va pouvoir investir et pas faire que du buy and hold, parce qu'on peut effectivement être actif au sein de ces allocations thématiques, mais aller effectivement identifier ces grands thèmes et qui, en théorie, vu l'argent qui est en train d'être déployé dans l'économie américaine sur ces sujets-là, devrait être porteur à court, moyen, long terme. Donc ça part forcément de l'IA. Ça part forcément de là. Ça peut être, voilà, exactement. Alors, il y a l'IA, évidemment. Alors, nous, on est plus, effectivement, après avoir étudié longuement la partie IA, on est beaucoup plus sur la partie équipement, donc équipement, infrastructure. Donc, voilà, ça, c'est déjà sur la partie IA pure. Après, sur les sujets connexes à l'IA, aujourd'hui, les data centers, on ne communique pas sur la puissance calculée. On communique sur les mégawattheures ou gigawattheures. Donc, on communique sur la puissance électrique consommée. Donc, ça nous donne un signal qu'on va avoir besoin d'énergie. On va avoir besoin de resizer les réseaux électriques qui sont vieillissants. Ils ont plus de 45 ans aux US. On va avoir besoin d'infrastructures. On va avoir besoin, effectivement, de construction. Je veux dire, j'ai étudié le secteur énergétique là, cette semaine. Chez la plupart des énergéticiens qui, effectivement, sont connectés dans des endroits un petit peu d'intérêt pour les data centers, il y a des centaines de demandes de connexion de data centers. C'est un marché en pleine expansion et qui, effectivement, est en cours de déploiement d'un point de vue financier. Donc je pense qu'il y a il y a pas mal de secteurs comme ça, dignes d'intérêt sur le court, moyen, long terme. Des boîtes comme Legrand, Schneider en Europe, ça fait déjà un moment qu'on les a identifiées comme étant des boîtes connectées justement à ce thème de l'IA, et y compris sur le marché américain. C'est des boîtes qui ont de l'activité sur le marché américain. Là-dessus. Et Legrand a eu un petit pain cette semaine, visiblement. C'est juste un petit incident boursier, un problème de communication avec le marché, les investisseurs, ou il y a autre chose dans ce que nous dit Legrand cette semaine sur cet aspect efficience énergétique et data center, j'entends. Non, bien sûr. Non, mais c'est vrai que tous ces acteurs, les Siemens, Schneider, Legrand, n'avaient jamais vraiment communiqué sur cette partie data center. C'est donc effectivement quand il y a 2 ans, Legrand de mémoire, je crois que c'est 20% de leur activité aujourd'hui. Absolument. C'était rien il y a 10 ans. C'est passé de 0 à 20 en 10 ans ou en 15 ans. Et du coup, ça a pris un peu tout le monde par surprise. Et quand on a commencé et du coup, ça a effectivement commencé à faire dévier un petit peu les valorisations, parce que les gens se sont dit, c'est peut-être un peu plus tech, il faudra peut-être les valoriser un peu mieux. Et effectivement, il y a de la croissance. Donc oui. Alors, Legrand, là, sur la partie effectivement publication, 20% de chiffre d'affaires, c'est l'acteur qui a les marges les plus élevées du secteur. C'est un best-in-class. Mais effectivement, sur la partie communication, ils ont toujours été prudents. Ils ont toujours été très conservateurs. Et là,
fidèles à leurs habitudes, ils n'ont pas dit, les amis, on va faire plus 30% de croissance. Ils ont dit, croissance, comme on a annoncé, on va remplir les objectifs de l'année 2025. 2026 ne devrait pas trop mal se passer non plus. La feuille de route, quoi. Voilà, la feuille de route. Ouais. Le problème, c'est que le marché s'attendait à mieux. Mais alors, c'est peut-être lié au fait qu'au T2, ils avaient très positivement surpris le marché. Donc, le marché s'attendait à une nouvelle surprise. Et voilà, et ça ne s'est pas passé. Et du coup, voilà. Donc là, il y a eu une réaction un petit peu forte et un peu épidermique. Je pense que c'est, sans donner de conseils, c'est... Oui, ça remet pas en cause c'est plutôt une bonne opportunité de rajouter des points indépendants. Très clair. Qu'est-ce que vous retenez alors globalement des publications en Europe, notamment Arnaud, et en dehors du thème de l'IA? Est-ce qu'il y a eu des bonnes choses? Est-ce qu'il y a matière justement peut-être à revenir sur certains secteurs? Là aussi, à favoriser une rotation. Donc aux États-Unis, c'est la tech leader bien sûr et le reste qui fait rien. En Europe, nos secteurs forts, c'est plutôt le secteur bancaire, financier, l'industrie se comporte plutôt bien aussi en Europe. Déjà, ne boudons pas notre plaisir. Les publications, elles ont été quand même très bonnes en termes de création d'IPS. Et ça, c'est quand même quelque chose d'important. Le mois dernier, je l'avais souligné, on avait révisé drastiquement à la baisse les IPS. On était attendu, je crois, à -2. Là, on est repassé à +2. Donc, sur le période de publication, on reprend +4. Déjà, c'est un point positif. Peut-être qu'on va finir l'année positif, en positif. Plus. Ouais, ce serait quand même bien parce que ça fait 2 ans que ça se passe pas comme ça forcément en Europe. La publication, quand même, dans le luxe. Ce que vous disiez, Grégoire, tout à l'heure, c'est qu'on a des secteurs leader, la tech, clairement, avec ASML qui a été confirmé. C'est vrai. SAP, voilà, ça se porte pas mal, et SMI. Voilà. Les financières, la tech qui se porte bien, les industriels où ça commence à se casser un petit peu, notamment sur les publications de Saint-Gobain et SPI, on en arrive toujours avec des niveaux de valorisation et des volumes qui commencent un petit peu à se tasser quand même sur la partie européenne. Donc ça, c'était les points un petit peu saillants. Et il faut qu'on ait, pareil, un élargissement de la cote et des points de relais. Et là, on a le luxe qui publie, et notamment LVMH, qui revient en croissance organique positive. Ça faisait pratiquement 18 mois que ce n'était pas le cas. Donc ça, c'est un point quand même fort. On voit que toutes les divisions sont en croissance. On a des effets volume, on n'a pas encore des effets prix. Dior, ça marche très bien. Donc ça, c'est pour nous très bon. La valorisation, ça se paye à 26 fois aujourd'hui, mais le BPA n'a pas encore travaillé. Donc la valo, pour moi, aujourd'hui, j'en parle pas parce que c'est pas un sujet. Donc le secteur du luxe me semble aujourd'hui intéressant. Richemont, je crois que ça s'est pas trop mal passé aussi. Kering, voilà, toujours en croissance organique négative. Ouais, mais voilà, on vend un peu voilà, on restructure, on baisse le niveau de dette. C'est le cahier des charges de la famille Pinault, clairement. Et ensuite, on a Hermès qui est un peu déçu, mais pareil, c'est un niveau de valorisation élevé. Ils font leur 10% de croissance organique. Quand même. Excusez du peu. Quand même. Mais on était habitué à avoir une latitude un peu plus importante et être un peu plus des 2 chiffres. Voilà un petit peu ce que je reprends à l'intérieur. Et hier, une publication d'AstraZeneca qui était très bonne. AstraZeneca Pardon, oui, AstraZeneca. Sanofi aussi, ça s'est très bien passé. Alors, on challenge toujours Sanofi, monoproduits, mais ils font de belles acquisitions sur des biotech pour pouvoir avoir les relais de croissance sur le Dupixent post-2030. C'est une valorisation qui est au rabais, qui a un dividende. C'est un bon management. Monsieur Hudson, il se débrouille très bien depuis qu'il est arrivé à la tête. Il a fait le travail, on va dire, de vendre tout ce qui n'était pas forcément rentable ou voilà, on arrive en fin de cycle. Donc ça, c'est un peu les éléments qu'on aime bien. Et la bonne surprise, c'est aussi les pétrolières qui se tiennent bien, avec un baril de pétrole très volatile. On voit des ovnis comme Eni, Repsol qui se tiennent très très bien. Voilà, pareil, ils sont moins exposés au Moyen-Orient. Ceci peut-être expliquant cela par rapport à une Total où c'est un peu plus délicat. Et les utilities aussi qui se tiennent bien, notamment sur les énergies renouvelables. Très bon secteur en Europe cette année. Iberdrola en leader. On a les traitements des eaux aussi en Italie qui repart un petit peu. Il y a de l'aspect, mais enfin voilà, je ne vais pas les citer parce que je ne suis pas investi dedans, mais c'est des points que je surveille à l'intérieur. Un EDPR, j'ai trouvé la publication assez dure. Portugal, ça, d'accord. Voilà, 60% du business aux États-Unis sur les énergies renouvelables. Ça a un peu souffert aussi tout ça. Donc les utilities, le luxe, il prend le relais en gros secteur derrière. Donc ça, c'est bien. Peut-être qu'il va prendre le relais sur les industrielles européennes. Où hier, la publication de Rheinmetall, on va dire, on est un peu court par rapport à ce qu'on était habitué sur les derniers temps, notamment sur le book-to-bill. Se sont envolés. Sur Thales aussi. Donc, voilà, ce serait l'idée d'avoir un marché qui reprend un petit peu là-dessus. Des prévisions d'IPS qui sont assez bonnes l'année prochaine, peut-être optimiste, mais c'est le jeu de chaque année. Voilà, des valorisations qui sont en moyenne en Europe.
On a une Allemagne avec un plan de relance, une France peu ou prou qui va peut-être trouver. Ah, mais il y a des arguments positifs. Voilà, il y a quand même des éléments. Quand je regarde, même si on parle de Valo, le Valo ne fait pas tout, mais ça donne quand même, comme je disais tout à l'heure, ça donne le fil conducteur, hein, c'est comme tout. Ouais. C'est les TRI, les rendements comme dans l'immobilier ou plein d'autres choses, ou comme sur le marché obligataire. J'en finis là. C'est juste pour dire, donc en Europe, on est sur la moyenne historique. Et c'est là où on a les BPA qui sont les plus dynamiques pour l'année prochaine. Au Japon, vous êtes sur des valos très très élevés. Aux États-Unis, on en vient d'en parler. Et la Chine, mine de rien, elle a repassé aussi au-dessus de sa moyenne historique des 10 dernières années. On a 12 fois la moyenne, je crois, là, 11-7. Bon, c'est pas chose. Donc l'Europe et les États-Unis me semblent être des bons animaux à travailler sur le marché des actions l'année prochaine. Sur l'Europe, là, alors je ne sais pas si vous réagissiez au secteur du luxe, mais oui, est-ce qu'on peut avoir une forme de rotation? Est-ce que des secteurs, alors qui ont été des darlings historiques du marché, peuvent revenir, retrouver de l'intérêt auprès des investisseurs? Aymeric. Alors, dans le luxe, modulo post-Covid, où il y avait eu des excédents d'épargne qui s'étaient créés très très importants, et où il y avait eu effectivement des croissances phénoménales dans le luxe. Les années folles. Voilà, les années folles. C'était vraiment ça. Hein. Le normatif du luxe, c'est ce qu'on vit actuellement. En fait, on vit une normalisation du secteur du luxe. En fait. Mais ce qui se passe, c'est que voilà, aujourd'hui, le luxe, après s'être normalisé, doit retrouver des zones d'achalandise en croissance, nommément les US, la Chine. Et effectivement, la Chine, c'est un peu la grosse interrogation. Et on a vu que c'était un petit peu reparti. Et sans plan de relance en Chine. Parce qu'on a eu des plans de préservation de ces différents secteurs qui étaient sinistrés, les banques et l'immobilier. On n'a pas eu de plan de relance en Chine de la consommation. Du coup, c'est qu'effectivement des facteurs un petit peu d'espoir parce qu'on se dit, on a une zone économique importante pour nos sociétés, parce qu'effectivement, les sociétés européennes sont très fortement exportatrices, on se dit, on a peut-être effectivement... Et ça peut réitérer, alors. Le secteur du luxe, là, il y a de la... Potentiellement, oui. Si on a je pense qu'il va falloir qu'on confirme la prochaine publication, les 2 prochaines publications, qu'on confirme un petit peu ce mouvement de réappréciation et de maintien de la croissance aux US et en Europe. Et en Chine, pardon, parce que l'Europe, c'est pas ça. Et oui, pourquoi pas. C'est un peu trop tôt, je pense, pour se prononcer sur l'auto, par exemple. Là, pour l'instant, je pense qu'on a encore... En octobre, ça a été un bon mois pour le secteur auto, hein. Non? Je sais pas. Je sais pas, non, mais partant boursièrement. Non, mais boursièrement, il y a eu des réactions positives à des nouvelles qui continuent d'être des mauvaises nouvelles. Voilà. Alors, en fait, mais c'est ça qui est intéressant. Mais c'est ça. Notre problème, nous, en tant qu'asset manager sur les marchés aujourd'hui, c'est la dissonance d'informations. On a des publications qui parfois sont désastreuses et on a des marchés qui montent pour des raisons de momentum. Flux passif, enfin tout ce que vous voulez, ou alors tout simplement l'espérance que les choses pourraient s'améliorer. Que c'est le point bas, qu'on touche le fond de la piscine. Et sur l'auto, c'est une question. Et voilà, sur l'auto, oui, il y a une vraie question en suspens là-dessus. Savoir si on est au fond du trou ou pas encore. Voilà. Là, par exemple, donc publication dans le luxe, c'était pas fou, mais c'était vraiment pas mal en amélioration. Et donc, ça nous a donné l'espoir qu'on allait pouvoir se projeter à terme. Les semis, pareil, on s'attendait à des publications qui n'étaient pas terribles. Et au final, quand elles sont sorties, sur le chiffre d'affaires, sur les marges, sur même le carnet, c'était pas fou, hein. Mais le message, la tonalité du message était positive. Donc là, effectivement, on a eu un point d'inflexion. Et il y a pas mal d'investisseurs qui étaient en dehors du luxe et des semis, qui ont raté la vague de hausse en septembre. Donc c'est effectivement... Sur l'auto, vous vouliez dire, Arnaud? Il y avait la fin des crédits d'impôt au 30 septembre. Mais ça, c'est clairement, on le voit, c'était le message de Stellantis avec toutes les marques américaines. Voilà, c'est peut-être l'arbre qui se cache la forêt. Après, je vais pas être l'oiseau de mauvaise augure. De toute façon, après de la performance du secteur. Oui, j'allais dire, ça fait déjà un moment que ça s'est craché. Et après, il y a un secteur, moi j'ai bien aimé une publication, ça fait longtemps, c'est la publication de Nestlé pour le coup. Volume prix. Alors, on est d'accord, hein, voilà, ça fait pas rêver, mais c'est quand même une belle croissance. Normalement, c'est un animal qui travaille à 5-6%. Enfin, une société qui fait 5-6% de croissance organique, hein, qui travaille mieux que Danone. Ça peut être un dossier intéressant. Donc aussi. Vraiment des fonds de portefeuille là. Moi je l'ai trouvé, on attendait ça depuis longtemps. Il y a beaucoup d'histoires en plus chez Nestlé, beaucoup de controverses aussi. Donc voilà, ça c'est les points quand même à notifier. Après le beau parcours de Danone, why not sur l'année 2026 aussi. Et sur notre secteur leader depuis 5 ans en Europe, le secteur des financières et des banques. Les banques. Qu'est-ce qu'on dit? On dit bravo. Enfin. Non, les publics sont magnifiques. Encore une fois, je le redis à chaque fois. C'est mieux que le Nasdaq depuis 2020. Le stock 600 banques. C'est un secteur qui effectivement, en fait, c'est lié à des circonstances. Le secteur bancaire en Europe, il est appris à vivre dans un environnement adverse. Complètement. Taux en baisse, taux bas, taux à zéro.
taux négatif. Il a appris Un choc effectivement, à affronter réglementaire, tout ça. Le empilement choc réglementaire, permanent. les banques digitales, les banques en ligne, les produits digitalisés, les paiements digitalisés, enfin plein de trucs qui sont des disruptions massives pour un secteur en temps normal. Et ils ont appris à survivre et à s'adapter à ce genre de choses et à prospérer. Et maintenant, effectivement, que les taux ont un peu remonté, effectivement, le profil de rentabilité de ces banques a explosé. Et c'est ce qui explique effectivement cette forte rentabilité, ces plans de retour 9% de rendement. Voilà. 9, cash et dividendes, enfin, buyback et dividendes, c'est 9% de rendement pour l'actionnaire. Et ça fait 3 ans que ça dure. Après 3 ans de hausse continue à 2 chiffres chaque année, les valos, toujours à 7. Ouais. Donc, PE de 7 sur le secteur bancaire, c'est en dessous de la moyenne. Donc, ça laisse une espérance de gain potentiel de 30% si on veut revenir à la moyenne. Ouais, je comprends. Donc, non, c'est intéressant. C'est un secteur achetable. On a pensé à un moment que toutes les fintechs du paiement allaient récupérer tout le business de paiement des banques, etc. Allez regarder dans quel état sont des boîtes comme Worldline aujourd'hui ou d'autres, ou en Allemagne, Wirecard n'existe plus. Enfin voilà, ce monde-là a été décimé. Ce monde-là a été décimé. Oui, sur les banques. Les book value la book value par rapport aux États-Unis en relatif et la performance boursière. Alors bien sûr, on n'est pas sur le même niveau de rentabilité, c'est toujours la même chose. On est bien d'accord. Mais il y a quand même un terrain propice à la poursuite de la bonne performance si le scénario macroéconomique se maintient en zone euro. De registre. Il y a eu beaucoup la périphérie, la périphérie, les Unicredit, Intesa, tout ça s'est envolé. C'était des fusées plus importantes qu'Nvidia encore. Est-ce qu'il faut rester encore sur cette idée-là ou... Taux fixe, c'est surtout en France. Je ne dis pas de bêtises. Donc, c'est quand même assez difficile. Enfin voilà, il y a Société Générale, c'est encore une histoire de restructuration. Ouais. BNP, voilà, on a un petit chat noir pour le moment dessus. Crédit Agricole, bon voilà, c'est moins fun en termes de performance et tout, mais pour l'instant, normalement, il n'y a pas, et je le vois bouger, les Banco, Santander, BBVA, sur la dernière semaine, 10 derniers jours, c'est ce qui marche le mieux en termes de performance boursière au sein des financières européennes. Alors que les taux ont repris un pouillem. Donc voilà, il y a toujours une dynamique économique aussi qui soutient ces zones-là et ces pays-là. Et les LATAM sont bien repris. Voilà, on connaît toute l'histoire de l'Argentine, le Brésil qui ne se tient pas trop mal aussi. Et c'est exposé là-bas, donc voilà. Le train bancaire est toujours bien sur les rails. Histoire M&A en Italie. Voilà, donc normalement, il n'y a pas trop à changer. Il faut avoir un peu de tout, diversifier. Mais... Ce que me disait Arnaud, c'est la partie taux, composante des emprunts taux fixes, variables est importante. Et la géographie aussi. Aujourd'hui, on parlait banque française, il y a une décote sur les banques françaises, ils sont en retard. Une décote sur les banques allemandes, parce qu'effectivement, c'est pas les grands malades de l'Europe, mais enfin, le feuilleton politique aujourd'hui qui dure sur le déploiement budgétaire en Allemagne, où ils n'arrivent pas à prendre des décisions pour dépenser parce qu'ils n'ont plus l'habitude. Et la France, où on a ce feuilleton politique continu depuis un an. C'est pas le problème pas le problème de savoir dépenser. Ils sont effectivement un peu plus prônes à subir ces aléas politiques. Alors qu'effectivement, dans le sud de l'Europe, aujourd'hui, ça se fait plutôt mal. Portugal, Espagne, Italie, Grèce, c'est des banques qui carburent. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pendant cette première partie d'émission Planète Marché avec Aymeric Blond, Taylor Asset Management et Arnaud Morel, Promépar Asset Management.